Bon, on reprend la suite alors. Info tactique. C'est là-dessus qu'on a référencé nos articles dans ce tag qui permet, tiens, on va le mettre en pleine page, boum, d'avoir une petite file d'articles sur le sujet de la guerre qui a commencé il y a 30 jours et dont on a des prémices avant et sur lesquelles nous avons déjà commencé à faire des petites recherches. On était passé par là, on a parlé de Nord Stream, on a parlé de la Grande-Bretagne, on a été voir différentes personnalités. Et là, on va s'intéresser à Dimitri Yarosh et son bataillon Azov, euh, notamment, entre autres, parce que c'est un des points angle mort, comme sur les voitures, quand tu ne vois pas celle qui est derrière, et ben c'est pareil. C'est un angle mort de la police médiatique. On peut l'appeler la police médiatique, oui. Euh, Parce qu'évidemment, tout est fait pour le euphémiser. Euphémiser, c'est de la désinformation, hein. Pour dissimuler, amoindrir, dire c'est pas grave, etc. Mais heureusement, il y a des gens comme alors, Thierry Messant, Tatintin, qui nous donnent des informations extrêmement intéressantes. Et nous avons aussi donc toute une base de données sur les radicaux d'Azov, pratique la politique de terre brûlée. La terre brûlée, c'est quand les mecs se retirent d'un théâtre d'opération et qui brûlent toutes les infrastructures et l'alimentation, etc., pour que personne ne puisse revenir et vivre en paix. C'est une stratégie de méchanceté, on va dire. Alors, non, autant aller directement à la dernière page. Bam, bam. Ça, c'était donc 30 jours avant. Alors, destruction constructive à Lester Crook. C'est un auteur qui a énormément eu de célébrités récemment. Tous ses articles sont des bombes à chaque fois. Il a beaucoup de recul sur les choses, donc c'est très instructif. Et ça concerne beaucoup de monde. Patrick Armstrong, évidemment, on n'aura jamais un article de lui. Euh, la menace nucléaire de Poutine, ça c'était en passant. Non, non, mais il n'y aura pas d'attaque nucléaire, vous inquiétez pas. c'est c'est un mur de verre. Donc Thierry Messant sur son analyse, présentation des bataillons nazis ukrainiens. Donc dans cette vidéo, on va pas la mettre parce que de toute façon il n'y a pas son. Il nous explique en gros, hein, facilement, pour résumer, je te fais l'historique. Allez, il a dit en gros qu'en 2007, déjà en Tchétchénie, la CIA organise une rencontre entre des groupuscules néo-nazis et djihadistes de façon à former une fusion dans le cadre de cette guerre. Donc on voit déjà le contexte. Et cette fusion est co-présidée par les deux chefs de guerre, les chefs de bande, Yarosh et Umarov. Umarov, c'est bon, on n'entend plus parler de lui, mais Yarosh, déjà à l'époque, était là. Suite à ça, en 2013, alors non, déjà, il faut savoir qu'en 2007, cette fusion a donné lieu à l'émirat islamique de Ichkérie, qui, selon Thierry Messant, n'a rien à envier à l'État islamique ISIS, par exemple. En termes généraux, on comprend que dès qu'on entend parler d'État islamique, ça veut dire qu'on entend parler de CIA. Au moins ça, c'est clair. En 2013, le Soya Roche est rappelé à se former sur la base militaire en Pologne, pour se former à des nouvelles armes en fait, sous l'égide d'instructeurs de l'OTAN qui sont des anciens de Blackwater. À ce moment-là, on a le chef de la mafia locale qui, qui investit, qui finance ces groupuscules armés de façon à les motiver à aller littéralement chasser les gens dans les rues. Ils prennent des gens au hasard et ils procèdent à ce qu'on appelle une épuration ethnique dans le Donbass. Donc tout ça c'est financé par celui qui est le même qui a financé la petite série télévision qui a rendu célèbre Zelensky. Quand même, c'est grâce à ça qu'il s'est fait élire. Quand il s'est fait élire à l'époque, entre parenthèses, les gens se sont dit ça y est, enfin on va sortir du cauchemar. Bah non,
Et ces formations nazies, ces bataillons, ont continué à faire monter la pression jusqu'à ce qu'on arrive à la période de Odessa, où effectivement ils ont répliqué une technique de la division SS qui s'appelait Das Reich, qui a été mise en œuvre à la fin de la Seconde Guerre mondiale, lorsque ils ont emprisonné des civils dans une église et les ont brûlés vifs. Euh, Notamment, ici à Odessa, ils ont emprisonné des syndicalistes dans un musée, ils les ont brûlés vifs. Euh, Suite à quoi cette apothéose en fait a donné lieu aux accords de Minsk, qui n'ont jamais été respectés ni par l'Allemagne ou la France. En tout cas, ils n'ont rien fait pour que ça marche. Euh, et donc, ça nous a conduit pendant ces 7 dernières années à la continuité des exactions de ces bataillons nazis en- à Odessa, enfin oui, au Donbass, donnant lieu à quelque chose comme 13 000 morts, 13 500 morts il y a 2 semaines, 14 000 morts maintenant. C'est-à-dire que le nombre continue à augmenter toujours au même rythme. Euh, et donc on en arrive à la période présente où en 17 février 2022, enfin, Yarosh reçoit l'ordre, enfin juste avant ça, Yarosh reçoit directement l'ordre d'attaquer Donetsk et Lugansk. Non, c'est Yarosh qui donne l'ordre d'attaquer. Avant ça, il a été alors, d'après Thierry Messant, c'est Nuland qui a contraint Zelensky à nommer Yarosh comme conseiller spécial des armées. Et ensuite, c'est Yarosh qui a donné l'ordre directement d'attaquer Donetsk et Lugansk. Et là, on est le 17. Ils ont préparé leur guerre. La Russie était au courant de ce qui se tramait. Et donc, le 20, ils ont opéré la reconnaissance de l'indépendance du Donetsk et de Lugansk, à leur demande d'ailleurs. Suite à quoi, n'ayant aucune réponse positive en face, le 24, ils ont lancé les opérations spéciales de démilitarisation et de dénazification de toute la zone. Voilà en gros ce qu'il explique dans cette vidéo. Euh, Ce qui est intéressant pour nous, qui sommes alors, data journalistes, c'est un petit peu prétentieux, mais j'aime bien ce côté-là. On cherche des informations en, en pratiquant la philosophie qui est prodiguée avec soin par Philippe Grasset dans De Defensa, qui s'appelle l'inconnaissance. C'est-à-dire que nous arrivons dans un milieu qui est blindé d'informations, avec aucune opinion préconçue, et en n'essayant pas de se faire passer pour des spécialistes extraordinairement intelligents. On est au contraire curieux, ouvert, et quand on veut chercher une information, on va faire un tour de piste euh, dans le contextuel principalement, historique, sur ce que nous pouvons glaner comme connaissance autour des sujets qui nous intéressent. Donc si on s'intéresse au bataillon Azov, on va s'intéresser du coup implicitement à des termes qu'on a vus, les mots-clés. On a vu Odessa, on a vu accord de Minsk, on a vu les Blackwater. C'est mine de rien intéressant. Et on peut commencer à faire ces recherches là. Tu vois comment ça marche. Donc, alors j'ai un tag spécialement pour ça. On va remonter dans le passé. Odessa, c'était en 2014 Odessa. Hein. On a 41 articles en 2016, 45 en 2014 et 11 en 2013. Donc en 2014, on avait voilà, tout ça, ça s'est passé en live. Les accords de cessez-le-feu à l'ISQ, nanana, ça c'était avant. Oui, attends, on va aller au début de l'année. Pas tout à fait. Voilà, ici. Le jeu de l'attente. Le cinglé, le démagogue et l'ex-colonel du KGB. Ah, il est bien, lui. Edward S. Herman. La CIA coordonne les nazis et djihadistes. Donc déjà, à l'époque, Thierry Messant nous était au courant de tout ça, il nous expliquait. Un héros national
Non, ça c'est autre chose encore. L'Occident court à sa perte. Ben voilà, ça c'est au moins c'est dit. Horreur à Odessa, 31 millions, 31 militants indépendantistes. Et donc ça nous a donné lieu à un dossier d'articles. Ce sont les articles du moment, sur le moment. Ensuite, de toute façon, les analystes ont continué à en parler pendant des années et des années. Nous, on a repéré un truc sympa là par là. Voilà, comprendre ou ne pas comprendre Poutine de Diana Johnston. Article fort intéressant s'il en est. Notamment quand elle nous explique Poutine, Poutine a-t-il déjoué les plans de provocation. Euh, Ce qui est intéressant pour nous, voilà, c'est ça. Toute l'opération de changement du régime ukrainien, en partie dirigée par Victoria Nuland, la destructrice de monde du département d'État américain, a été caractérisée par des opérations sous faux pavillon, plus notoirement lorsque des tireurs d'élite ont soudainement semé la mort et la terreur sur la place Maïden à Kiev, détruisant l'accord de transition pacifique réalisé sous l'égide internationale, accusant le président Yanukovych d'avoir envoyé les tueurs. Les insurgés pro-occidentaux forcèrent un parlement croupion d'installer au pouvoir le protégé choisi par Mme Nuland, M. Yatsenyuk. Cependant, il y a de nombreuses preuves que les tireurs d'élite mystérieux étaient des mercenaires pro-occidentaux, des preuves photographiques, puis la déclaration au téléphone du ministre des Affaires étrangères estonien à ce sujet, et enfin la conclusion du documentaire Monitor diffusé par la chaîne allemande Nanana, que des tueurs provenaient des milieux néo-nazis impliqués dans le soulèvement de Maïden. En effet, tout ça va dans le sens d'une opération de l'extrême droite anti-russe, et pourtant l'Occident persiste à tout mettre sur le dos de la Russie. On voit ce que c'est qu'une opération sous faux drapeau, et on voit quand même qu'on avait donc des snipers qui ont nassé les populations dans un piège dans lequel ils se sont retrouvés forcés de se protéger dans le musée de façon à pouvoir les brûler. Donc on avait une stratégie à l'œuvre qui était claire et nette. C'est une opération militaire de guerre. Donc quoi qu'il fasse, Poutine doit se rendre compte que tout sera délibérément incompris et déformé par les dirigeants des médias occidentaux, à l'insu du peuple américain, à l'insu des Allemands, des Français et des autres Européens. Ce que nous pouvons décrire comme nos propres oligarques occidentaux semble être arrivé à un consensus visant à relancer la guerre froide afin de fournir à l'Occident un ennemi d'une envergure suffisamment impressionnante pour donner un nouveau souffle au complexe militaro-industriel et unir la communauté transatlantique contre le reste du monde. Voilà pourquoi j'aime bien Diana Johnston, parce que là on est en 2014 et elle nous dit déjà tout ça. Et nous, les personnes qui vivons dans la presse réelle, le monde réel et les choses dites par les choses, enfin les gens réels, on était au courant de tout ça déjà à cette époque. Et progressivement, on a appris tout ce vocable et ces techniques. Et c'est pour ça qu'on n'est même pas impressionné, qu'on n'a peut-être même pas envie de faire de commentaires sur ce qui se passe dans l'actualité, parce qu'on sait déjà très bien de quoi ça, il en retourne. Alors que pendant ce temps-là, la presse de guerre, elle, n'hésite pas à mentir, mais sans aucun scrupule, sans vergogne, ça se dit, au public. Et on a vraiment l'impression de voir des mondes complètement différents entre ce qui se dit au public et ce que nous savons grâce aux faits, et grâce aux analyses et grâce aux remarques objectives faites par des gens qui font des recherches. Voilà, ça c'était pour Odessa. On a vu quoi? Il nous faut un petit coup d'accord de Minsk. Accord de Minsk. Ça aussi, c'est un tag et ça va nous ramener à la période dite du moment où ça a eu lieu. C'était en 2015 à peu près, on va dire 2014. Allez. Ouais, c'était en septembre 2014 si tout va bien. On a une petite remarque à faire sur les accords de Minsk peut-être. L'Ukraine, nanana. Mariupol. Haha, le plan secret de Poutine pour détruire l'Occident. À mon avis, c'est du deuxième degré. Hein. Je crois qu'on avait un truc par là, attends.
Robert Parry. Ça, c'est vraiment lui. Feu Robert Parry, le modèle business de la guerre éternelle. La petite entreprise familiale typique qui ne connaît pas la crise. Ah, il était génial, lui. Quoi. Alors, euh, ne bouge pas, je vais trouver ce que je cherche. Ouais, c'est vrai, si on passe en 2015, c'est peut-être mieux. Ouais, comme ça, au moins. Je voulais voir ça parce que c'était intéressant. À ce moment-là, autant voir directement les gens qui parlent. Déclaration de Poutine à l'ONU. À ce moment-là, il nous a sorti une petite phrase euh, très intéressante. Hum, Voilà, c'était une remarque sur l'ONU. Si l'ONU disparaît, cela peut conduire à l'effondrement parce que là, on parlait de guerre froide, etc. Suite aux accords de Minsk. Si l'ONU disparaît, cela peut conduire à l'effondrement de l'architecture mondiale et du droit international. C'est la raison du plus fort et de l'égoïsme qui vont primer. Il y aura moins de liberté, il n'y aura plus d'États indépendants, mais des protectorats gérés de l'extérieur. On appelle ça aussi des dominions. L'État, c'est la liberté de chacun. Dans les affaires internationales, chacun peut être clair et transparent. Nous sommes tous différents. Il faut en tenir compte. Personne ne doit adopter un modèle de développement reconnu par un seul. Nous devons nous rappeler le passé et l'expérience de l'URSS. Ah, déjà, à l'époque, tu vois, il commence à... Il n'a pas encore parlé, prononcé le mot multipolaire, mais c'est la pente qu'il a commencé à prendre à ce moment-là, en se disant, ok les gars, si vous commencez à vouloir tout gérer vous-même, et à dire aux autres ce qu'ils doivent penser, faire, etc., et à faire des faux drapeaux, et ainsi de suite, où est-ce que ça va aller? Il s'inquiétait quand même, hein. C'était pour dire ça, les accords de Minsk, en fait, ils ont été, euh, comme on l'a vu, pas du tout respectés. Et on pouvait déjà, tout le monde pouvait se douter des, euh, du fait que ça n'allait pas tenir. Comme par exemple, un que j'ai repéré par là, il est où? Ah bah voilà, Charvin. Ce qui est intéressant avec lui, qui est un excellent analyste, je crois même que c'est un ancien diplomate, mais je dis peut-être des bêtises, il faudra que j'aille voir. Il nous a fait une belle remarque à la fin. Les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies, nanana, alors, les principes qui sont égalité souveraine des États, non recours à la menace ou à l'emploi de la force, non-intervention dans les affaires intérieures, c'est la non-ingérence, règlement pacifique des différends, etc. Donc ces principes pourraient ainsi connaître une reconnaissance susceptible de sensibiliser tous les peuples concernés à condition qu'ils sachent se les approprier afin de leur donner la plus grande effectivité possible. La crise ukrainienne aurait donc été utile en faisant progresser la société internationale tout entière. Là, on voit qu'il est plein d'espoir à ce moment-là euh, pour la résolution de la crise du Donbass grâce aux accords de Minsk, parce que ce qui prévaut, c'est le droit international et la façon dont il fonctionne, c'est que chacun soit coactif, proactif pour faire en sorte que la paix perdure. C'est pas une résolution des chartes des Nations Unies, c'est pas une action de guerre, c'est pas une action physique, c'est pas une action qui a des conséquences dans les choses existantes, c'est uniquement des paroles et c'est uniquement dans la volonté qu'on leur donne corps à ces paroles. Donc, ça nous explique bien que les accords de Minsk a été dans cet esprit comme tous. Euh, euh, Quand on critique un peu l'Allemagne et la France d'en avoir rien fait pour les faire respecter, c'est simplement qu'ils n'ont rien dit. Ils ne se sont pas opposés aux violations très nombreuses de ces accords. Simplement, il aurait fallu juste parler. Mais comme ils ont juste rien dit, on voit qu'ils n'ont rien fait. Euh,
Dans cet article, hein, il dit quand même qu'il n'est pas complètement naïf, hein. Il dit que c'est une réussite diplomatique qui est menacée parce qu'il comprend les tenants aboutissants et il sait à quel point c'est fragile et à quel point les partis en présence sont en concurrence. C'était juste pour dire un truc sur les accords de Minsk. Un petit truc sur Blackwater. Alors, parce que c'est intéressant aussi. Blackwater. C'est une corporation. Et on a beaucoup de corporations, des entreprises en fait, des organisations. On va essayer de remonter la plus lointaine époque possible. Attends, en 2011 on en parle, en 2010 on en parle, en 2009 on n'en parle plus, 2008, 2007, 2006, non rien du tout. C'est à partir de 2010 que j'ai des trucs. La présence de la société américaine Blackwater condamnée. Voici la première chose à savoir. Blackwater, Monsanto, Bill Gates, les machines de guerre. Les sociétés militaires privées sont dans l'état de droit. Tac, tac. On va trouver des trucs intéressants, tu vas voir. Tiens, il y a du monde sur le site, il met un peu de temps à répondre. La privatisation de la guerre, Manilo Dinucci. Alors ça, tu vois, juste pour dire vite fait, hein. La stratégie des privatisations avec laquelle on démolit le bien public a l'avantage des élites économiques et financières dans les mains desquelles se trouve le pouvoir réel. Attends, les Italiens, ils font ces phrases à chaque fois. Et donc valable aussi pour la guerre. Avec l'avantage que son cours de sang, comme un fleuve karstique, je ne sais pas ce que ça veut dire, pardon, circule de façon souterraine pour sauver les apparences et ne pas inquiéter l'opinion publique des fameuses grandes démocraties occidentales. Là, on a la phrase importante. Ce qui n'est par contre pas privatisé, c'est la dépense pour la guerre qui, payée en deniers publics, accroît la dette qui retombe sur la majorité des citoyens, obligés de payer des solutions innovantes telles que la 10e service LTD, on va dire. 10e service, c'est un des nombreux noms du Blackwater. En fait, ils ont changé de nom plusieurs fois. C'est devenu après, de mémoire, quelque chose comme Academia, tu vois, voilà, ex-Blackwater, racheté par Monsanto. Les mecs, hein, Académie, on va apprendre des choses, les amis, nous sommes tous très studieux. Non, non, ils n'ont pas fait d'études, c'est pour ça qu'ils sont guerriers, les mecs. C'est l'éducation qu'il faut faire, c'est justement ça qui manque, putain. Bon, les mercenaires de Blackwater ont été engagés pour protéger le Parlement grec. Alors, ils vont intervenir dans plein de pays du monde, en fait, hein. Bon, Big Pharma, d'accord. On a beaucoup d'histoires avec les gens de Monsanto où il fallait militariser les semences, hein, et empêcher les fermiers d'utiliser leurs propres semences ou de replanter les semences l'année suivante, etc. Et donc il y avait des hommes de main armés pour dire on rigole pas avec Monsanto. Bah c'est eux. Yémen, la privatisation de la guerre. Tiens donc encore les mercenaires de DynCorp. Donc ça c'est remplace ceux d'Académie au Yémen. DynCorp c'est encore d'autres de la même branche, hein, de toute façon. Intéressant, ceux de Blackwater ayant été tués les uns après les autres à la coalition des Houthis. Oh la vache, qu'est-ce qu'ils sont forts eux. Mais ils sont pieds nus, tu vois, et ils sont imbattables. Les premiers mercenaires de DynCorp arrivent au Yémen, ok. Et on a quoi? Qui sont les mercenaires de force, à la tête des forces des Émirats Arabes Unis au Yémen? D'accord, ok, on a vu, bah, c'est eux. Donner la mort d'une façon anonyme. Il faut qu'on comprenne que ce seront donc des gens qui sont payés par les gouvernements pour pouvoir faire des opérations, des black opérations, black ops, on va dire, tels que les assassinats ciblés, opérations de guerre, foutage de merde, création de guerre, création de conflits. On a les casques blancs aussi dans la série.
Casque blanc, c'était tout un épisode, hein. C'est des mercenaires à fond qui se font passer pour des blancs en casque. Euh, Blackwater en route pour la Chine, on se demande pourquoi. Le Xinjiang. Euh, il y avait aussi au Myanmar, ainsi de suite. Syrie, un documentaire sur... D'accord, ok, le casque blanc. Parce qu'on nous a parlé pendant quelques temps des Wagner, par exemple. Qu'est-ce qu'ils nous ont mis sur les Wagner dans les médias? En disant, ouais, c'est les mercenaires russes. Et en fait, c'était... Alors si on fait un petit truc sur Wagner, vite fait, je crois que j'ai des choses. Pas récemment, mais quand même, il y a quand même quelque chose. Au Sahel, dans les médias, tiens, voilà, 36 articles ici. Euh, En général, pour faire un résumé rapide, ils sont envoyés dans différents endroits du monde, d'Afrique, d'Amérique du Sud. Et ce que j'ai compris, moi, c'est qu'ils étaient surtout en défense des gouvernements et des institutions qui sont elles-mêmes attaquées par les Américains en général. Et donc, ils sont en mode préservation contre l'ingérence étrangère. C'est pour ça qu'ils interviennent en tant que protecteurs. On les voit au Mali. Alors là, au Mali, où la France s'est fait jeter, eh ben, eux, ils étaient du côté du gouvernement du Mali. Et ainsi de suite. Et donc, bien sûr que peut-être qu'il y a des exactions, des choses comme ça. J'imagine bien que ce ne sont pas des enfants de cœur. Là-dessus, on a vu qu'ils étaient payés genre 1000 euros par mois, 1500 euros par mois. Là où Blackwater, c'est 16 000 euros par jour, hein. En Irak, c'était ça. Euh, Toujours avec les deniers publics. Donc on nous a fait un pataquès dans les médias sur Wagner en disant que c'était le mal, alors qu'en face on avait Blackwater, Dean Corp, les casques blancs, ainsi de suite. Le Mali expulse, le Mali expulse l'ambassadeur de France. Nanana. La société militaire privée de Wagner, dont le fonctionnement est obscur, était en pourparlers avec Bamako pour remplacer la présence. Nanana. Allait constituer un retour en arrière. Ouais, ouais, ouais. Il s'est passé plein de choses, mais c'était intéressant quand même de faire un trou là-dessus. Donc on a pu voir vite fait les Blackwater, et les casques blancs, et les DINCORP, et ainsi de suite. Toute la technique de mercenariat qu'on utilise très couramment dans les guerres et dans la privatisation des guerres, euh, notamment quand c'est centré depuis le centre de gravité qui est l'OTAN et donc les États-Unis, la CIA surtout. Voilà comment on a pu en arriver là. Alors, ce qui est intéressant pour nous, c'était de revenir à Azov, vite fait. Tiens, on va virer ça. Lui, il doit en parler quelque part. Non, bouge pas. Comme lui, par exemple, voilà, on a un tag sur le bataillon Azov qui remonte à 30 jours, qui remonte à 90 jours, 27 articles. Donc on a voilà tout ce qu'on veut savoir sur Azov, on l'aura déjà sur ce tag, d'une manière ou d'une autre. Ce qui est intéressant, c'est de voir alors comment stopper l'invasion Ukraine. Nanana. Un bon travail, les alliés des États-Unis de l'OTAN arment des unités néo-nazies en Ukraine et ils aspirent à une insurrection de type afghan. Les soldats et poètes. Oui, ça c'est les médias. Les néo-nazis ukrainiens montent des incidents de toutes pièces pour obtenir plus de soutien occidental. C'est une stratégie. Les civils évacués de Mariupol et révèlent les méthodes de combat des néo-nazis du régiment Azov. On peut se contenter de lire les titres, hein, c'est déjà suffisamment perturbant, instructif. Enfin, d'abord instructif et ensuite perturbant. Poutine accuse l'Ukraine de crimes de guerre lors d'un échange téléphonique avec Macron. Nanana. Et ça, c'est pas du tout ce qu'ils avaient relaté dans les communiqués de presse. Les néo-nazis en Ukraine simulent des attaques pour obtenir plus de soutien occidental. Ah, on est encore au début de la guerre. Les bataillons Azov font sauter le bâtiment du théâtre de Mariupol. Et nous, on s'est dit, ah, mais comment ça se fait que la Russie attaque On a vu que
Dans un discours de Poutine, à un moment donné, il explique vraiment que les bataillons Azov viennent se mettre au milieu de la population pour commencer à lancer des tirs de mortier sur les Russes, de façon à ce que lorsque les Russes répliquent, en essayant d'épargner au plus possible les civils, eux, ils soient déjà partis à ce moment-là, et qu'ensuite on accuse la Russie. C'était leur stratégie, hein, mais alors on a eu des histoires comme quoi les Tchétchènes voulaient, qui participent à la guerre côté russe, évidemment. Eux, ils étaient partisans de faire une bataille de rue et de les chasser, mais c'est justement Poutine qui les a empêchés de faire ça pour préserver le maximum possible de civils. Et donc ils étaient contraints de les bombarder sur leur position, même s'ils étaient là où il y avait des civils, en demandant préalablement à ce que les civils soient évacués autant que possible. Mais vraiment, c'est là qu'est apparu le terme de bouclier humain, c'est tout ce qui est de la pourriture mentale, c'est vraiment dégueulasse de faire ça. Et ben, c'est dans la technique nazie. Euh, Là, voilà, tiens, si tu veux voir, le bataillon Azov vu par Check News de Libération. Je veux même pas savoir. Ils vont trouver ça bien. Ouais, non, mais ils sont pas si méchants. Ils sont avec nous quand même. Facebook va autoriser le discours de haine contre les Russes. Ils ont jamais rien eu à dire contre ça. Hop là. Et jusqu'à récemment, donc, on a à Mariupol le régiment d'Azov en débandade. Et donc maintenant, on est sur la fin d'Azov, l'arrestation du commandant. Euh, voilà, on a ça. Je pense que j'ai une vidéo quelque part qui va nous montrer sa tête. Tu veux voir un peu? Je crois que c'est là qu'on voit sa tête. Voilà. Le commandant du régiment d'Azov arrêté à Mariupol. Il a un regard noir, il a même pas de yeux, on voit même pas ces trucs, il est comme ça, il dit rien, on lui met le micro devant le truc, et les gens lui posent des questions, ah non, 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 il a même pas le temps d'en placer une, et il est complètement, de toute façon il s'est dit, de toute façon je vais mourir, de toute façon je vais mourir, donc tout ce que je fais c'est, quitte à mourir, je n'ai rien à foutre quoi. Et le mec, voilà, il est déjà mort. Voilà, pour l'histoire d'Azov. Si avec ça vous faites pas des cauchemars, non, 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 faut pas faire. Faut penser à autre chose. On a gagné, on s'en fout. Ils sont nuls, on a gagné. Allez, à la prochaine.